Maintenant, je vais donner la parole à notre témoin, Madame Isabelle Chocot, rescapée d'Auschwitz-Birkenau et présidente de l'Union des déportés d'Auschwitz. Oh, que je suis émue. Là, vraiment, je ne pensais pas que tout cet honneur va m'attendre ici ce soir. Je vous remercie à tous. Voilà mes souvenirs qui font partie de cette cérémonie d'aujourd'hui, parce qu'il faut absolument que la mémoire de la Shoah continue pour que tout le monde, tous les enfants du monde, toutes les personnes du monde sachent quelle barbarie, quelle horreur nous avons vécue, et pour que jamais ça ne puisse se répéter. Voilà, je suis née en Pologne, à Łódź. Mes parents étaient pharmaciens. J'étais une petite fille gâtée, mais non, sans trop. J'avais des devoirs à accomplir, j'avais des choses à apprendre. Il fallait que je les fasse sérieusement. J'avais des parents extraordinaires qui m'ont aimée et qui m'ont inculqué tout ce qu'il fallait savoir dans la vie, c'est-à-dire pouvoir être quelqu'un d'utile, quelqu'un de juste, quelqu'un de solidaire, quelqu'un qui observe la solidarité vis-à-vis des autres et qui aide ceux qui en ont le plus besoin. Je vais donc vous dire quelques mots de ce qui s'est passé pour moi dans le camp. Tout d'abord, la ghetto de Łódź, nous sommes restés pendant 4 ans au ghetto de Łódź, et c'était déjà des privations, des maladies, des difficultés terribles, mais à côté de ce qui s'est passé à Auschwitz et à Bergen-Belsen, c'était qu'une préparation, si on peut dire, à ces horreurs. À Auschwitz-Birkenau, nous sommes arrivés un jour, quand on a liquidé les ghettos de Łódź, les camions nous amenaient à la gare. Nous ne savions pas où nous allions. On était au courant de rien. On nous a mis dans des wagons à bestiaux. Dans des wagons à bestiaux, on est resté 2 jours et 2 nuits, sans nourriture, sans boisson, ne sachant pas où on nous amenait, ne sachant pas où on allait. Nous avons eu encore de la chance parce que dans notre compartiment, nous étions une 60aine. Inutile de vous dire que non seulement on ne pouvait pas s'asseoir, étaler les jambes par terre, mais on ne pouvait même pas rester avec la place les uns à côté des autres, et on pouvait juste respirer à tour de rôle par la lucarne qui était en haut de chaque compartiment à bestiaux. Je me suis rendu compte quand on est arrivé à Auschwitz qu'il y avait beaucoup de malades, même des décès dans ces wagons à bestiaux. Les gens n'ont pas supporté ces manques d'eau, de nourriture, ces manques d'air, ces manques de tout. Et puis, les quais de la gare, les quais d'Auschwitz-Birkenau, nous avons suivi un chemin qu'on nous a dit de suivre. Et on ne savait pas où on allait. On ne savait pas ce que c'était Auschwitz-Birkenau. On n'avait pas de nouvelles au ghetto, on n'était pas informés. On allait tout droit, même j'étais là avec ma mère.
parce que malheureusement, mon père est décédé au ghetto. Et avec ma mère, toutes les deux, on se tenait toutes les deux. Et on allait, on ne savait pas où. Un homme s'est approché de moi quand on avançait à Auschwitz-Birkenau. Il a baissé la tête parce qu'on n'avait pas le droit de parler à qui que ce soit. On n'avait pas le droit de bouger autrement que ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous disait de faire. On n'avait pas le droit de parler plus que ça. Et il y avait à Auschwitz à ce moment-là quelque chose de terrible parce qu'on séparait les femmes des enfants, les hommes des femmes, et les gens commençaient à crier, à hurler, et les nazis qui étaient là, les soldats, ils tiraient dans les tas, ils tuaient le monde et ils tuaient les gens. En avançant avec ma mère, il y avait cet homme qui s'est approché de moi et qui a dit tout doucement pour que je puisse l'entendre, « Attention, attention, regarde, fillette. Là-bas, au bout du quai, il y a une sélection. Au bout du quai, il y a une sélection. À gauche, c'est la vie. À droite, c'est la mort. Alors n'oublie pas. À gauche, va à gauche, va à gauche, n'oublie pas. » J'avançais avec ma main. Avec ma mère, je l'ai tirée par la main. On avançait toutes les deux, effectivement. On arrive à la sélection. Moi, j'avais déjà, il y avait une sélection, je suis après, que il fallait avoir entre 18 et 40 ans environ pour pouvoir travailler pour les nazis, faire des travaux très durs, très difficiles. Donc, il y avait cette sélection pour les femmes qui pourraient travailler encore pour les nazis. Moi, j'avais l'air beaucoup plus âgée que mon âge. Au ghetto, j'avais déjà beaucoup travaillé, beaucoup souffert. Et pour la famille, pour tout le monde. Et j'avais perdu déjà ma famille dans Auschwitz-Birkenau. Donc, j'étais déjà dans un mauvais état. Mais j'avais quand même l'air d'avoir 18 ans. Et on m'a envoyé à gauche. Je suis allée à gauche tout de suite. Mais ma mère, dont les cheveux ont blanchi dans la nuit, elle est restée entre les deux. Je ne pouvais pas la laisser. Je suis retournée, j'ai pris ma mère par la main, je l'ai tirée avec moi. Ils m'ont laissée avec ma mère parce qu'il y avait une foule de gens qui arrivaient là. Donc, ils m'ont laissé partir avec ma mère. Et toutes les deux, avec ma mère, nous sommes allés effectivement au travail. Nous sommes allés à Celle, qui était un village où les nazis nous avaient employés pour faire des abris, pour préparer le terrain pour les abris. Voilà ce qu'on faisait à Celle. Et on était dans une compagnie de construction. On nous donnait très peu à manger, un peu de café, de l'ersatz de café, de l'eau brune avec un petit bout de pain de margarine, à midi une soupe, le soir une soupe. On devait travailler toute la journée et pelleter la terre pour faire des trous, pour préparer le terrain pour que les hommes puissent faire des abris. J'ai travaillé toute la journée comme ça et à un moment donné, on était surveillés par les soldats de la Wehrmacht. Et il n'était pas trop méchant, celui-là, pas trop méchant. Et il nous regardait travailler. Alors moi, je me suis arrêtée quelques minutes, je me suis appuyée sur la pelle, et je me suis arrêtée un peu tellement j'étais fatiguée de pelleter la terre, et les pelles devaient être pleines,
et je les envoyais par-dessus l'épaule parce que j'étais déjà dans un trou qui faisait 1,50 m et moi je faisais 1,55 m. Donc il fallait que j'envoie la terre au-dessus de mes épaules. Et là, je me suis donc arrêtée. Et là, à ce moment-là, les commandants SS ne venaient jamais directement sur les chantiers. Ils se cachaient toujours avant d'arriver. Et là, c'est ce qu'il a fait aussi. Il est arrivé, il a entendu quelque chose, il s'est arrêté en face de nous, il a entendu ce que les soldats de la Wehrmacht avaient dit, mais il n'a rien vu. Et alors, il a dit, qui est-ce qui n'a pas travaillé? Un silence de plomb, personne n'a bougé, personne n'a rien dit. Alors, il est arrivé encore plus près de nous, tout près. Nous étions une trentaine de femmes qui travaillaient, donc. Il est arrivé devant nous et il a dit, dites-moi immédiatement qui n'a pas travaillé, sinon vous allez rester punis toute la nuit. Je savais ce que ça voulait dire. Ça voulait dire qu'en rentrant, on ne pourrait pas rentrer dans la baraque où nous dormions la nuit sur la paille dans des baraques. On ne pourra pas rentrer, on ne nous donnera pas de soupe, on nous laissera dehors autant de temps que lui plaira. Et comme il faisait très froid, après une journée de travail, c'était insupportable. Je ne pouvais pas accepter le fait que tout le monde allait être puni à cause de moi. Alors, je me suis approchée un petit peu de lui et je lui ai dit, c'est moi. Il a fermé son poing, il a pris un élan aussi haut qu'il a pu, il m'a tapé de toutes ses forces dans la tête. Je me suis trouvée à quelques mètres de là, complètement abasourdie. Lui, il est parti et moi, je ne pouvais pas me lever. Le soldat de la Wehrmacht, à ce moment-là, il est venu vers moi et il m'a dit à l'oreille tout doucement, ne pleure pas, ne sois pas triste. Bientôt, tu vas rouler en voiture. Il faisait sans doute allusion à une voiture qui est venue sur les chantiers à ce moment-là. Mais moi, j'étais complètement abasourdie. Je n'entendais rien, je ne voyais rien. Nous sommes rentrés ensuite dans nos baraques et puis le commandant SS nous a réunis et il nous a dit « Maintenant, vous allez voir, vous allez partir à Bergen-Belsen et vous allez regretter le camp de Zelle. » On s'est regardé, les femmes se sont regardées entre elles, et on s'est dit, il est fou, comment est-ce qu'on pourra regretter ce camp de travail horrible? Eh bien, il avait raison. On est arrivé à Bergen-Belsen en 1945, au début de l'année. Et à ce moment-là, Bergen-Belsen était déjà appelé le camp de la mort. Le camp de la mort parce qu'il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien à Bergen-Belsen. Plus que la mort. On est arrivé là, on était couchés par terre, on ne nous donnait plus à manger, on ne travaillait pas, mais on ne mangeait plus. On attendait un peu d'eau, un peu de soupe, mais ça n'arrivait pas. À ce moment-là, dans le camp de la mort de Bergen-Belsen, il y avait que la mort qui nous attendait. Et ma mère, couchée à côté de moi, et nous, toutes les femmes par terre, les unes contre les autres. Et on sortait tous les jours des cadavres qui étaient par terre, plein de cadavres tous les jours qu'on enlevait. À un moment donné, on ne les sortait plus. Il y avait tellement de morts, tellement de cadavres qu'on ne les sortait plus. On était au milieu des morts. Ma mère, à un moment donné, se sentait mal.
Elle se sentait très mal. Alors je l'ai touchée, je l'ai caressée, je lui ai dit qu'elle reste avec moi. Et malheureusement, dans la nuit, elle m'a réveillée en me disant « Va me chercher un peu de soupe ». Je lui ai dit « Attends, demain matin, je vais aller te chercher un peu de soupe ». Mais quelque temps après, je lui ai parlé, je voulais lui dire « Ça y est, on est le matin, tu vas avoir un peu de soupe, je vais faire quelque chose ». Mais elle était décédée dans la nuit. Elle est décédée dans la nuit à côté de moi, j'étais toute seule, il n'y avait plus personne à côté de moi. Je suis restée couchée et je me suis dit c'est fini. Je n'ai plus personne, toute ma famille est morte, toute ma famille a été assassinée, ma mère vient de mourir, moi je suis toute seule, je ne veux plus vivre. Et je suis restée avec les yeux fermés. Et je ne voulais plus bouger, je ne pouvais plus bouger. À un moment donné, un miracle. La porte s'est ouverte et moi qui étais là comme ça, j'ai ouvert les yeux, je regardais la porte ouverte, il y avait un soldat, mais ce n'était plus les nazis, c'était un soldat qui a regardé, qui a vite refermé la porte. Ce qu'il a dû voir à l'intérieur l'a effrayé et il a dû prévenir ses amis ce qu'ils vont trouver à l'intérieur de la pièce. Quelques secondes après, la porte s'est réouverte et ils sont rentrés. Ils sont rentrés avec un médecin de l'armée. Le médecin de l'armée, alors ils ont cherché les vivants, les survivants, dans l'état de mort, dans l'état des cadavres. Et puis, moi, j'étais là et j'avais juste la tête qui bougeait comme ça. C'est tout ce que je pouvais faire. Je ne pouvais plus bouger. C'est comme ça qu'on m'a appelée la jeune fille aux yeux bleus, parce que c'est comme ça qu'on m'a désignée et c'est comme ça que le médecin de l'armée britannique est venu vers moi. Il a fait démonter la porte de la baraque, il a posé sur 2 places, ils m'ont mis dessus, il m'a opéré sur place parce que j'avais un énorme abcès sur la cuisse et il avait certainement peur d'une infection généralisée. Donc, il m'a opéré, il avait les larmes aux yeux et moi, je ne sentais plus rien. Je ne sentais plus rien du tout. Je suis restée couchée là et puis il y avait les sœurs de Paris, les sœurs du Vatican, mais les sœurs qui sont venues de Paris pour soigner les malades. Ils devaient soigner les soldats et là, elles nous ont soignés, nous. Sœur Suzanne Spender est venue me soigner et puis elle m'a dit « Et qui est-ce que tu as comme parents ?» Je lui ai dit « Tous mes parents sont morts, tout le monde a été assassiné. J'ai juste un oncle, je me suis rappelé, mon père avait un frère qui habitait Paris, qui avait un fils et une fille. Ah, je lui ai dit peut-être qu'ils sont restés vivants, peut-être qu'ils sont vivants. Alors, ils s'appellent comme ça, voilà, et ils sont 2 avec 2 enfants. Et puis, sœur Suzanne Spender est rentrée à Paris. Elle a cherché mon oncle et elle a trouvé mon oncle qui venait de rentrer parce qu'ils se sont cachés pendant toute la guerre. Ils sont restés vivants et elle l'a trouvé. Et mon oncle m'a tout de suite écrit parce qu'il savait où j'étais. Et j'ai reçu la lettre. Et il m'a dit, tu vas venir chez nous.
Et je lui ai répondu, mais je veux bien venir chez vous, mais je dois finir mes études. Je dois absolument finir mes études. Je veux faire de la recherche en chimie pour les maladies, pour sauver les gens. Il faut que je finisse mes études. Alors peut-être qu'après la guerre, vous êtes obligé de compter l'argent, vous n'avez peut-être pas beaucoup d'argent. Alors moi, on me propose d'aller en Suède pour finir mes études. Ah, ils m'ont dit, mon oncle m'a écrit, une fille de notre famille, elle ne peut pas rester, une jeune fille ne peut pas rester seule. Elle doit venir à Paris. Et c'est comme ça que je suis arrivée à Paris et que j'ai pu vivre une vie normale, une vie extraordinaire, où je me suis mariée, où j'ai eu 3 enfants, et maintenant j'ai plein d'enfants, de petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Formidable.